c'est la mobilisation sur place qui a fait que bon, les capteurs sont partis. La protection de la biodiversité, mangrove, forêt géophyte, forêt sèche-cala, des formes de botanique très très fortes comme elle. Bonjour tout le monde, c'est Fanny Wa avec vous pour un semaine et puis la Sopama. Donc je suis ravie de vous retrouver sur le plateau de Zouk TV que nous remercions bien sûr énormément. Donc la Sopama remercie Zouk TV de nous recevoir chaque semaine. Donc la semaine dernière, en fait il y a 2 semaines de cela, vous avez vu une émission avec Yasmina. Donc j'ai trouvé mon binôme, je suis heureuse d'avoir trouvé mon binôme. Donc Yasmina va aussi avec moi présenter les émissions de la Sopama. Donc la semaine prochaine, vous retrouverez Yasmina en animation sur le plateau. Et donc je voulais aussi vous dire avant de commencer l'émission que vous pouvez regarder toutes les émissions qui sont effectuées par la Sopama sur Zouk TV, sur Zouk 97.2 TV, sur la playlist de la Sopama sur Zouk TV. Donc on va voir l'image 1 sur l'écran où vous pouvez voir, vous allez sur Internet et une fois que vous êtes sur Internet, vous tapez Zouk, Z-O-U-K 97.2 TV et ici vous trouverez une playlist avec toutes les émissions que nous avons effectuées sur Zouk TV par la Sopama. Et vous voyez tout en haut à droite que nous voyons Monsieur Henri Louis Régis qui a été président durant 25 années à la Sopama et qui animait les émissions. Donc vous pouvez regarder de nouveau les émissions, choisir les thématiques sur YouTube. Et donc, les émissions sont présentées le vendredi à 17h et rediffusées le mardi à 9h. Voilà, sur Zouk TV. Donc, nous allons passer aujourd'hui, nous allons aussi bien sûr faire un peu de publicité pour que nous puissions avoir des dons ou encore que vous puissiez payer votre cotisation pour adhérer à la Sopama. Donc, vous pouvez aller sur Internet pour ça. Vous allez sur un site, là c'est Google, un moteur de recherche, ici c'est Google. Donc vous écrivez dans le moteur de recherche Hello Asso Sopama, donc H-E-2-L-O Asso Sopama. Ensuite, une fois que vous avez cliqué 2 fois dessus cette rubrique-là, vous trouverez payer les cotisations. Voilà, vous voyez ici, à Sopama, faire un don. Donc, vous cliquez 2 fois ici. Et une fois que vous avez cliqué 2 fois ici, vous avez une autre fenêtre qui apparaît. Voilà. Donc, c'est la page de Hello Asso de la Sopama. Et puis ensuite, vous pouvez faire des dons. Vous pouvez les mensualiser ou vous pouvez aussi payer votre cotisation. Donc nous avons absolument besoin justement d'un soutien financier parce que la majeure partie des dépenses que nous effectuons à la Sopama, c'est justement les frais d'avocat parce que nous passons effectivement énormément devant les tribunaux à défendre les dossiers et c'est ce qui nous revient vraiment le plus cher. Et nous remercions les avocats qui nous soutiennent régulièrement auprès des tribunaux, ainsi que Pierre Gallet de Saint-Auré, ainsi que Pascal Tourbillon, Alain Yerceau, toute l'équipe, Rosalie Gachette, toute l'équipe de la commission juridique qui se bat bec et ongle pour défendre la Martinique. Donc le thème d'aujourd'hui que nous allons aborder, c'est celui des mouillages. Donc, on va voir d'abord et dans un premier temps la définition du mot mouillage. Donc, nous voyons à l'écran, définition du mot mouillage, c'est un emplacement dit favorable au stationnement d'un bâtiment de navigation tenu par une ou plusieurs ancres. Donc, voici c'est quoi la définition du mot mouillage. Donc, nous allons aujourd'hui justement parler du mouillage. Alors, j'avais fait une vidéo le 11 octobre. Le mardi 11 octobre, j'avais fait une vidéo au niveau de Solcher. Pourquoi j'ai fait cette vidéo-là? Parce que justement, il pleuvait beaucoup. Et
Donc j'ai profité justement de cette pluie pour montrer les effets qu'ont la terre sur la mer. Donc on va voir une petite vidéo et puis on se retrouve juste après pour continuer l'émission sur les mouillages. Nous sommes au bourg de Cholchère, là c'est l'église, le bourg de Cholchère, la plage Anse-Madame, ici là, plage Anse-Madame. Et nous voyons la mer à deux couleurs. Une couleur partie marron, ici, et une couleur gris foncé bleu. Tout ce qui est marron, c'est la pluie qui est tombée sur le sol et qui arrive à la mer. Donc tout ce qui est pesticides, tout ce qui est eau usée, aussi des stations d'épuration d'eau qui ne sont pas dans les normes, et ben ça, en temps de pluie, tout cela arrive en force dans la mer. Et nous voyons ici des mouillages sauvages. Donc des mouillages qui vont drainer le sol, qui vont renvoyer de l'eau grise et de l'eau noire en mer. Et plus ils sont nombreux, plus ils vont mettre en danger la biodiversité. Là, voilà, les mouillages. Nous voyons deux couleurs différentes de l'eau. Donc c'est ce qui sort de la terre, qui va en mer. Et les mouillages, présence de mouillages sauvages qui vont mettre en danger la biodiversité. Et plus ils seront nombreux, plus l'impact sera conséquent. Eau grise, les eaux grises et les eaux noires. Nous sommes de retour sur le plateau, donc effectivement, j'ai fait cette vidéo-là parce qu'en fait, nous avons des pratiques sur Terre qui en fait ont un effet direct sur la mer. Donc nous avons, par exemple, en fait, il faut savoir que la Terre et la mer sont en interdépendance et donc toutes les pollutions qui sont faites en Terre, eh ben, elles vont s'écouler en mer. Donc les stations d'épuration d'eau, comme j'ai dit dans la vidéo, les pesticides, les sargasses décomposés sur les plages, les déboisements qui font arriver l'eau plus vite et qui lessivent le sol pour aller en mer. Les enrochements qui détruisent aussi le trait de côte, et ainsi que donc en fait les hydrocarbures, tout ça. Donc tout ça arrive, toutes les pratiques, toutes nos habitudes de vie que nous effectuons sur la terre arrivent en mer. Et donc je vais vous faire passer l'interview de Pierre Gallet de Saint-Tourin, qui lui va nous expliquer justement les pratiques en mer, ce que ça donne sur la mer aussi. Et donc Pierre Gallet de Saint-Tourin est membre de la SOPAMAR à la commission juridique et il se trouve aussi au port Coé. Donc le port Coé est un combat assez conséquent que la SOPAMAR a pris, parce qu'il faut savoir qu'en fait que l'objectif du gouvernement français, des créoles, c'est justement faire de la Martinique la plus grande marina des Antilles. Et il y a une vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube, sur le site internet de Tsaba. Tsaba, c'est T-S-A-B-A. Donc, il y a 3 vidéos en 3 parties, justement, qui démontrent le projet qu'ont les créoles ainsi que le gouvernement de faire de la Martinique la plus grande marina des Antilles. Donc, sur l'image 7, donc on va voir, sur l'image 7, connaître pour mieux protéger.
Donc nous voyons ici le docteur Douton qui justement expliquait lors de la vidéo, lors de cette interview-là, que les militants, les membres de la Sopamar, se battent contre l'État et contre les créoles pour protéger le patrimoine martiniquais. Voilà, donc vous pouvez regarder ces 3 vidéos pour que vous puissiez bien comprendre ce qui se passe en Martinique depuis des années. Donc lorsqu'on voit comment ils étendent le port de l'étang Abricot, le port de Fort-de-France, le port Coé, comment ils vont développer Génipa, le port du Marin, les Anses d'Araldé. Donc tout cela va servir en réalité, et dans les vidéos que vous trouverez connaître pour mieux protéger, eh bien, c'est pour justement développer plus l'économie que le bleu. Voilà. On parle d'économie bleue, mais le gouvernement parle plus d'économie que de bleu. Donc nous allons maintenant... ah oui, je voulais aussi préciser, la Sopamar, donc sur l'image 8, nous allons voir que la Sopamar s'occupe de tout ce qui est écologie, respect du vivant, mais la Sopamar, le sigle veut dire, donc AS, association, pour la SAU, sauvegarde, du PA, patrimoine martiniquais. Donc ASOPAMAR, ça veut dire Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais. Et lorsque nous, la Sopamar, nous sommes sur le terrain, ce n'est pas uniquement tout ce qui est du vivant que nous protégeons, que nous nous battons, mais aussi de notre propre patrimoine. Donc préservons notre patrimoine. Je vais vous faire passer une vidéo de l'interview de Pierre, qui est membre de la Sopamar, de la commission juridique, qui parlera justement des mouillages, et puis on se retrouvera juste après. À tout de suite. Nous sommes des terrestres, nous vivons à terre, et quand nous allons en mer, nous emmenons nos habitudes avec nous. On parle plus généralement de la plaisance, c'est le plaisir, et la plaisance tel qu'on le comprend, c'est le plaisir en mer. Cela désigne les plus petites embarcations jusqu'aux plus grandes, à partir du moment où c'est pour le plaisir. Un kayak, un scooter des mers, un navire de 42 pieds, un grand voilier de 50 pieds, tout ça, c'est de la plaisance. Maintenant, la plaisance organisée, c'est pour les bateaux qui ont une certaine importance et qui ont un certain impact sur la mer. Les bateaux sont à terre quand c'est les kayaks, bien souvent, en mer quand on va se promener. Et quand on va se promener avec un kayak, il faut faire attention à la manière dont on peut s'enduire d'huile solaire et aller dans une mangrove. C'est peut-être mieux de porter un lycra, parce que ça protège autant contre le soleil et ça met un peu moins d'huile solaire dans les mangroves. Je veux dire en cela que, simplement à rentrer en mer, on a une activité qui impacte le milieu. Et cet impact peut être plus fort ou moins fort, et c'est de la pollution. Il y a donc 2 sujets que tu as posés, celui des eaux grises et des eaux noires, et celui du mouillage. Le mouillage, c'est la façon dont un bateau va s'accrocher au sol quand il va rester de façon un peu pérenne à un endroit. S'il est juste à l'arrêt et qu'il est sur son air en train de continuer à naviguer, c'est une chose. S'il veut rester pour la journée, il va jeter une ancre. Et quand il va jeter une ancre, c'est un grappin qui va arriver sur le sol et qui va affecter son milieu. Il peut affecter les herbiers. À partir de l'ancre, il va y avoir une longue chaîne et le bateau va aller sur son aire de gauche à droite, et à ce moment, la chaîne va racler les fonds. Ça peut être aussi sur des récifs. Et sur les récifs, la chaîne fera aussi des dégâts, l'ancre fera aussi des dégâts. Et tout ça, c'est un endroit où on va un peu labourer le sol, et puis on va s'en aller, on va revenir, on va relabourer le sol, on va s'en aller, on va revenir, on va relabourer le sol. Ça peut être une question de souci, et donc par rapport à ça, on essaye d'organiser le mouillage. Il y a 2 façons d'organiser le mouillage. La plus ancienne, ce sont les ports, et celle qu'on essaye de mettre en place actuellement, ce sont les corps morts. Un corps mort, c'est un point d'ancrage permanent. Soit une vis qu'on a vissée dans le sol pour pouvoir lui permettre, dans un fond sablonneux, de bien s'accrocher et d'avoir un corps qui remonte, une corde qui remonte avec une bouée, et le bateau va s'accrocher à la bouée. Et comment ils font pour accrocher justement le bateau à cette vis ?
La vis est reliée au fond de l'eau par le vissage qui est fait. Si c'est pas ça peut être un poids lourd relativement important qui peut être travaillé pour être rendu plus ou moins compatible avec la vie. Et à partir de là, il y a une élingue qui remonte, qui est tenue à mi-hauteur par une bouée qui le fait remonter verticalement. Ensuite, il y a une seconde bouée qui le remonte jusqu'à la surface et le plaisancier arrive à s'accrocher à la bouée en surface et y accroche son bateau. Donc c'est la présence des bouées qui pourra permettre au navigateur en fait de voir qu'il peut ancrer son bateau là. La présence des bouées, mais également la présence administrative des bouées, parce que c'est une occupation relativement permanente du domaine naturel marin, et le domaine naturel marin, c'est un domaine public. Nul ne peut occuper le domaine public sans une autorisation, et mettre un corps mort, c'est avoir une autorisation pour mettre le corps mort. Ce n'est pas le cas pour une ancre. Le domaine public maritime, c'est la mer, c'est fait pour les bateaux, de même qu'un trottoir, c'est fait pour trotter. Il est tout à fait conforme d'utiliser un bateau pour naviguer et pour s'arrêter. Et quand on s'arrête, qu'on jette une ancre, il n'y a pas de difficulté à cela. Pas de difficulté d'un point de vue administratif ou juridique. Cependant, il peut y avoir une difficulté sur les fonds et à ce moment-là, on peut prendre des dispositions administratives pour dire dans cette zone, on va interdire le mouillage et dans cette autre, on va obliger les corps morts et à ce moment-là, les plaisanciers vont arrêter de jeter leur ancre et ils vont s'accrocher aux corps morts. Il y a une deuxième question qui était posée, c'était celle des eaux grises et des eaux noires. L'eau utilisée par l'homme est, une fois qu'elle est utilisée, elle est polluée. Qu'elle soit utilisée pour rincer un bateau, laver le linge, laver le linge, la vaisselle, ou que ce soit pour tirer la chasse. Quand on tire la chasse, on appelle ça des eaux noires. Quand on l'utilise... Grise. Non, quand ce sont les eaux de toilette, ce sont les eaux noires. Ah, ok. Et le reste des eaux, ce sont les eaux grises, à savoir le lessivage du pont, une lessive qu'on peut faire à bord d'un bateau. Mais alors, une lessive qu'on peut faire à bord d'un bateau, il faut bien voir que les manières d'utiliser le bateau sont extrêmement diverses. Si je suis sur un kayak, je vais rien lessiver. Éventuellement, je vais être lessivé moi-même lorsque l'eau va passer sur moi et que je vais peut-être envoyer de l'huile solaire. Mais si j'ai un scooter des mers, à ce moment-là, je peux avoir des huiles de vidange et je peux avoir des rejets de mon carburant ou, moins polluants, mais polluants quand même, les rejets des combustions de carburant qui se font... et tout ça, ça a une activité. Si j'ai un bateau de plus grande taille, je peux dormir à bord du bateau et donc j'ai des toilettes, que ce soit un bateau à moteur ou un voilier. Et si c'est un bateau qui peut servir d'habitation occasionnelle, voire d'habitation permanente, eh bien à ce moment-là, je peux faire de la lessive. Donc oui, enfin, tout ce qu'on peut avoir comme activité humaine, se transmet en mer avec ces activités polluantes Justement, on va avoir corollaires. une image où on voit l'image 10, où nous voyons justement une ville, c'est en Martinique, je crois que c'est en ce mi-temps, où il y a des habitations qui envoient leurs eaux avec leurs eaux usées, etc., mais qui sont recyclées, soi-disant, dans les stations d'épuration d'eau, mais qui ne fonctionnent pas très bien en Martinique. Donc ces eaux-là sont rejetées en mer. Et nous voyons aussi des mouillages sauvages qui aussi, eux, font des rejets en mer. Donc lorsqu'on fait la somme de tous ces rejets, c'est ce qu'on a. On a une pollution conséquente et donc une destruction de la biodiversité. La mer est notre poubelle en dernier ressort. Tout ce que nous avons comme activité, gravitairement, finit par se retrouver à la mer. Même les stations d'épuration, même les absences de stations d'épuration, même les centres d'enfouissement, les traitements de valorisation de déchets, même tout les finit par même les pesticides. Toute l'activité humaine finit par se retrouver en mer. Et toute l'activité humaine doit être encadrée pour pouvoir se retrouver le moins possible en mer. On mène des questions de fond sur l'urbanisation, mais l'urbanisation fait on se retrouve avec une imperméabilisation des sols qui fait du lessivage, et la terre va se retrouver dans la mer. Et la terre qui se retrouve dans la mer, c'est pas la place de la terre, et c'est pas la fonction de la mer. Si ça arrive de temps en temps sur une éruption, sur un tremblement de terre, on est dans des phénomènes extrêmement rares. Un cyclone. Mais l'activité humaine, on est dans l'anthropocène, l'activité humaine a un effet majeur sur la planète, ça se voit sur le dérèglement climatique, ça se voit sur la pollution. On a aujourd'hui la plupart des coraux qui sont en très mauvais état, voire mourants sur toute la Martinique.
principalement en raison des problèmes des stations d'épuration. Et si on y rajoute des bateaux sans y penser, donc il est important que l'activité de plaisance soit réfléchie, encadrée, dirigée, organisée. Et par rapport à ça, il y a eu un séminaire sur la plaisance il y a quelques jours, sur lequel il y a des directions qui ont été prises, qui sont utiles, et d'autres qui sont en même temps qu'utiles, peut-être plus inquiétantes qu'utiles. Voilà. Et justement, en parlant du séminaire, donc c'est un séminaire qui a eu lieu le 6 octobre, c'est-à-dire jeudi d'avant, et la SOPAMAR y a participé. Donc ça a eu lieu, nous voyons l'affiche, ça a eu lieu à Madjana. Voilà, donc, et puis donc, nous allons voir l'introduction du séminaire de mouillage. Voilà. Donc, je crois que tu avais pris... il y avait quelque chose qui avait interpellé la SOPAMAR dans cette introduction. La première phrase est assez intéressante. Avant de venir sur la première phrase, je vais commencer par un état des lieux très rapide. Voilà. Combien de bateaux en Martinique? Pour quelle organisation? Il y a une unité de mesure des bateaux qui est l'immatriculation. Quand un bateau dépasse une certaine taille, au-delà de 3,50 mètres ou une certaine puissance de moteur à partir de 6 chevaux, ou les deux, ou l'un des deux, il faut qu'il soit immatriculé aux affaires maritimes de façon à pouvoir l'identifier. Sur la Martinique, aujourd'hui, on a à peu près un peu plus de 14 000 bateaux immatriculés. Pour la Martinique? Pour la Martinique, 16 000 pour la Guadeloupe. Ce sont les bateaux. Alors, ça ne veut pas dire que tous ces bateaux sont présents, parce que c'est l'ensemble des immatriculations depuis les premiers temps. Et donc, certains bateaux ont pu être vendus, partis ailleurs, ou abîmés, déconstruits, détruits, plus ou moins bien. Mais en même temps, d'autres bateaux ont pu venir. Et d'autres bateaux sont de passage. Et on a une difficulté à savoir exactement combien de bateaux sont présents à l'instant T. Mais enfin, c'est une unité de mesure. On a de l'ordre de 14 000 bateaux, on estime, en Martinique. 14 000 bateaux, combien de places organisées? On a donc 14 000 bateaux immatriculés. On a une autre information qui nous vient du document stratégique de bassin. C'est intéressant, il a été fait en 2020 et il repère un peu les chiffres. Je voudrais le dire avec précision, donc je tourne un peu les pages. Les mouillages organisés tels qu'ils sont identifiés sont la marina et la zone de mouillage et d'équipement léger du marin, 970 places. La marina de l'étang Abricot, 440 places. La marina de la Pointe du Bout, 200 places. Le port du François, 180 places. La zone de mouillage des Anses d'Arlet, 181 places. Et Port-Coé, identifié pour 170 places. On est de l'ordre de 2300 places. 2300 places pour 14 000 bateaux immatriculés en Martinique. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces 2300 places. Il y a encore des arrêtés d'occupation temporaire qui sont donnés à certains propriétaires de bateaux pour pouvoir mouiller leurs bateaux de façon définitive. Mais on n'a pas les chiffres sur le nombre de mouillages mis en place. Mais enfin, on s'aperçoit qu'il y a quand même un besoin criant d'organiser les bateaux qui sont présents en Martinique. Il y a des dispositions qui sont prises, il y a les fonds marins sont assez attaqués par la présence des bateaux, et par rapport à ça, je voudrais quand même attirer l'attention sur la phrase que vous mettiez en avant tout à l'heure, à savoir... Donc c'est l'introduction justement du séminaire, je pense qu'on va revoir sur l'écran, voilà. La Martinique est une destination de plus en plus prisée pour la navigation de plaisance. C'est donc une destination, c'est pas pour les bateaux qui sont présents, c'est pour les bateaux qui veulent venir. Sa position centrale au sein des Petites Antilles, ses baies abritées, ses îlets, la présence d'alizés constants, une partie de l'année, lui confère des avantages à la pratique de la plaisance, tant à la voile qu'à moteur. Notre territoire est aussi une destination idéale pour la pratique des activités nautiques. C'est donc une destination. On est en train de réfléchir à la plaisance aujourd'hui aux Antilles, et je tiens à attirer l'attention dessus, sur la manière dont on va pouvoir l'ouvrir. Alors qu'on est déjà en situation critique sur l'intensité sur les fonds marins. Donc en fait, on veut faire de la Martinique un Saint-Barthélemy, c'est bien ça? Ils sont en train d'étudier le séminaire-là, c'est pour étudier, de faire en sorte que nous devenons île d'accueil du tourisme. On estime que dans les Antilles françaises, il y a 10% des bateaux de location
du monde. Oui. 10% des bateaux de location du monde. Alors, on peut être propriétaire d'un bateau, on peut être loueur d'un bateau. Quand on est propriétaire d'un bateau, c'est que la greffe a bien pris et qu'on aime la mer et qu'on veut y aller. Quand on est loueur de bateau, ça veut dire qu'on est le passage et 10% de l'ensemble de la flotte destinée au passage. La plaisance a explosé dans les années 80 au moment où il y a eu la loi Ponce, une défiscalisation organisée sur les bateaux. Ce qui a permis à la France de devenir le premier chantier naval d'Europe pour la plaisance, avec une plaisance qui est venue aux Antilles. Donc on va reprendre l'image justement, l'image 9, 4 bonnes raisons d'investir en Outre-mer. Mais bon, dans les DOM et les TOM, bon, lorsqu'ils parlent d'outre-mer, c'est leur vision, c'est leur paradigme. Voilà. Donc voilà, 4 bonnes raisons d'investir dans les DOM et dans les TOM. Alors c'est une réduction d'impôts plus avantageuse. Deuxièmement, un plafonnement des niches fiscales plus élevées. Troisièmement, des revenus complémentaires grâce aux rentes locatives. Et quatrièmement, se constituer un capital immobilier dans un environnement touristique. Donc, lorsque nous voyons effectivement, lors de l'interview de Pierre sur le plateau de Zouk TV, il nous donne des chiffres qui sont assez, qui nous choquent. 14 000 bateaux immatriculés en Martinique, sans compter les autres bateaux qui sont juste de passage, pour 2300 places. 10% des bateaux du monde passent par les Antilles. Et donc, nous avons justement, lorsqu'on entend tout cela, ça crée quand même une certaine forme de réflexion, comment gérer ce type de situation. Et donc, l'image 10, on va voir l'image 10, donc ceux qu'ils considèrent comme étant les Outre-mer. Voilà, donc 10% des bateaux du monde circulent dans les Antilles, donc la Guyane française, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Mayotte. Et donc, en fait, il faut effectivement organiser les zones de mouillage de sorte que nous puissions éviter d'être les porte-avions de la colonie française. Et en fait, lorsqu'il y a eu ce séminaire, justement, dont on parlait durant l'interview de Pierre, donc le séminaire qui a eu lieu le 6 octobre, lorsqu'on participe à ce séminaire, on se rend compte qu'en fait, que la Martinique doit servir les besoins de la colonie française. Et on ne se soucie peu, en fait, en réalité, des propres Martiniquais. Et nous verrons dans la deuxième partie de l'interview de Pierre les conflits d'usage, ce que ça engendre au niveau du peuple martiniquais. Nous allons aussi voir, je voulais aussi mettre l'accent dans cette émission sur les mouillages. Donc on va voir sur l'image 11 le port de Fort-de-France. Donc nous voyons l'article de Martinique Première, donc c'est un article de presse qui date de 2018, où nous voyons qu'en fait que la Martinique, le port de Fort-de-France pour être plus précise, a eu le prix du 2e port du monde. Et donc, en fait, l'image 12, nous allons voir la croisière à levant en poupe. Donc ici, nous voyons, donc c'est l'article de Martinique Première qui date de 2018. Nous voyons qu'en fait, qu'il y a des prix qui sont donnés, le prix des meilleurs ports. Et c'est le Sea Trade Cruise Awards. Bon, je sais pas le prononcer correctement en anglais. Voilà. Donc, la Martinique avait, au niveau mondial, la Martinique était considérée comme étant le 2e port le plus accueillant. Donc, en fait, le Sea Trade Cruise Awards, je ne sais pas si je le prononce bien, récompense les meilleures actions
et réalisations dans le domaine de la croisière. Le Grand Port Maritime de Martinique a obtenu justement le 2e prix dans la catégorie du port de l'année le 19 septembre 2018 à Lisbonne, au Portugal. Donc il était en compétition, le port de Fort-de-France était en compétition par rapport au port de Dublin et celui du Québec. Donc il y a un chiffre que je veux quand même mettre en avant, il y a eu en 2018 2017 je pense, 278 escales, voilà, pour la Martinique, et plus de 620 000 croisiéristes en escale. Donc lorsque nous voyons déjà tous ces chiffres, je reprends les 14 000 immatriculations de bateaux martiniquais, plus les bateaux des étrangers qui arrivent sur le territoire martiniquais, lorsqu'on voit que chaque année, il y a 620 000 croisiéristes sur la Martinique, 278 escales, lorsqu'on voit qu'il y a aussi les fameux concours de voiliers, de la route du Rhum, du café, etc., on voit réellement que nous avons un sérieux problème à régler. Et donc, il y a vraiment chose à faire, une mobilisation du peuple martiniquais à faire, et puis une réaction des Martiniquais. Donc, nous allons voir maintenant la deuxième partie de l'interview de Pierre, et puis on se retrouve juste après sur le plateau. La manière de la ceinture de sécurité, jusqu'à un certain temps, rien. Depuis 2008, les eaux noires sont obligées d'être traitées à part dans le circuit qui est installé sur les bateaux. S'il y a des toilettes, les toilettes ne doivent pas rejeter les eaux vers l'extérieur, mais ces eaux noires doivent être récupérées dans une cuve qui, lorsqu'on arrive au port, va être récupérée et transférée. Maintenant, dans la réalité, comment ça se passe ? Quand on voit que les stations d'épuration ne sont pas vidangées, ou que quand elles sont vidangées, les entreprises qui font de la vidange ne l'emmènent pas aux endroits qui sont destinés pour ça, on se demande où arrivent et donc pourquoi en serait-il différemment. Il y a vraiment une mentalité à changer. Ça commence en terre, ça commence en mer, ça commence quelque part, mais enfin, on est vraiment sur une Martinique où ça craque de partout. D'un point de vue environnemental, d'un point de vue social, d'un point de vue, il y a vraiment beaucoup de questions à poser, et on est en train de non pas répondre aux questions en mer, on est en train de dire on a l'économie bleue, on a une chance qui consiste à avoir un continent qui a froid, des îles qui sont au soleil, il faut qu'on puisse développer l'économie autour de ça. On parle de la France. Elle est sur un continent qui a froid, mais elle est aussi dans les Antilles, quoi. Alors, regardons un peu les réponses que nous avons apportées jusqu'ici en termes de plaisance. On a développé le port de l'étang Zabricot. On a développé le port du Marin. L'étang Zabricot, ça se trouve à Fort-de-France. Oui. Commençons par le port du Marin, qui est plus ancien, qui est un peu plus volumineux. On parlait de 970 places. Monsieur Safache nous explique que le fond de la baie est mort à cause de la plaisance. Bien sûr. Il y a... Là, nous voyons les images. Donc, on voit le port du Marin. Zone de mouillage organisée. Alors, voilà. À cause de ce port de plaisance, il y a une présence de bateaux, et la présence de bateaux fait qu'il y a des marchés pour certaines activités, que ce soit de la mécanique, que ce soit de la réparation de coques, que ce soit des voiles, que ce soit de la formation. Les activités nautiques. Les activités nautiques, voilà, enfin, le succès entraîne le succès. Et donc, ça fait venir aussi d'autres bateaux qui sont moins, peut-être moins riches, mais qui ont encore des besoins. Je veux dire, on peut avoir besoin de réparer son bateau, même si on n'a pas les moyens de payer un port de plaisance. La mer, c'est pour tout le monde. Et on s'est retrouvé comme ça avec énormément de bateaux qui venaient au mouillage dans toute la baie du Marin. Et dans la baie du Marin, il y a également la mangrove, et la mangrove est fragile. Et la mangrove est un lieu protégé en cas de mauvais temps. Il y a beaucoup de vidéos qui montrent que les vagues qui peuvent arriver sur la côte sont beaucoup moins intenses sur la mangrove, ce qui est une aubaine pour quelqu'un qui a un bateau à mettre à l'abri. Des cyclones. Surtout quand il n'a pas les moyens de payer, parce que la mangrove n'est pas organisée. C'est un lieu parfaitement naturel où on ne peut pas organiser. Et la mangrove s'est retrouvée comme ça, remplie de bateaux. Et c'est quelque chose d'intolérable. Et par rapport à ceci, il a été organisé une zone de mouillage et d'équipement léger, en même temps qu'il a été organisé une zone d'exclusion.
On a dit aux bateaux qui étaient dans la mangrove, ne restez pas là, vous avez interdiction de partir. Ah, ça tombe bien, il y a ici des places qui permettent de recevoir des bateaux dans cette zone-là. Et les deux ont été faits concomitamment, parce qu'il ne s'agit pas de trouver de rajouter un problème à un problème, mais de mettre une solution en face. Sauf que ce ne sont pas du tout les mêmes personnes, ce ne sont pas du tout les mêmes clientèles. La zone de mouillage organisée est gérée actuellement par la Marina du Marin pour une grande partie, pour une autre partie par la commune. Et les personnes qui stationnaient dans la mangrove et qui n'avaient pas les moyens, mais ils sont partis ailleurs sur la Martinique. Et les corps morts se sont remplis de bateaux qui ne pouvaient pas aller sur la marina parce que les appontements sont limités et qu'il y avait une file d'attente. Et donc on n'a pas résolu le problème. On a donné un avantage à un acteur économique. On a déplacé le problème qui non seulement s'est déplacé, mais s'est diffusé et a fait autant de points. Se répand sur toute la Martinique. Je veux dire, s'il n'y a pas de bateau et que maintenant il y en a 3 à un endroit, il y en aura peut-être 4 ou 5. Et là-dessus, on a peut-être démultiplié le problème plutôt que d'y avoir répondu. On a l'étang abricots, pour parler de lui. L'étang abricots, ça s'est fait aussi dans la mangrove. On a sacrifié la mangrove. C'était il y a longtemps, c'était à un moment où les mangroves n'étaient pas protégées comme elles le sont aujourd'hui. Peut-être qu'un tel projet aujourd'hui ne pourrait pas se faire. Mais il n'empêche que je veux préciser, l'année dernière, pas plus tard que l'année dernière, nous étions sur le terrain à l'étang abricots pour dire arrêtez de détruire la mangrove. Ils avaient déjà déboisé, le propriétaire c'était OION, donc il déboisait, il coupait les mangroves, alors que les articles de loi sont présents, mais malgré les articles de loi, il continue quand même à détruire la mangrove, quoi. Mais si c'est une ancienne mangrove et que ce n'est pas une mangrove, et si c'est une mangrove sèche, et si c'est une zone remblayée, et si c'est Baptiste Carpem, il y a des moyens de jouer avec la loi pour pouvoir mettre un mot, un autre mot, le définir, pas le définir. C'est très clairement une zone de mangrove. C'est une zone de mangrove. Pour atteindre leur objectif, ils jouent avec les mots au niveau de la loi. C'est pas nouveau. Il s'agit de voir comment on peut mieux faire. Donc, la mangrove aujourd'hui est protégée, celle de l'étang abricot est peut-être un peu sacrifiée, mais il y a une convergence aujourd'hui des immeubles qui se rapprochent de ce qui va être la limite de la mer et de la mer qui rentre un peu sur ce qui va être la limite des immeubles pour pouvoir construire d'un côté, d'un autre côté agrandir le bassin et mettre les choses. Mais revenons sur les étangs abricots. Le port peut accueillir 300 anneaux et ils veulent en faire un port de 4000 anneaux, c'est bien ça? Oui, le schéma d'aménagement régional dit qu'il faut mettre au niveau de l'étang abricots un port de 3000 anneaux. Aujourd'hui, c'est une unité de 440 anneaux. C'est 400 anneaux, 3000 anneaux. 440 anneaux. Mais le port, quand il a été lancé, quand les travaux ont commencé, on commençait avec un budget de 7 millions d'euros. Il en a coûté 40. Et aujourd'hui, il y a une chose absolument magnifique qui est que lorsque vous devenez client de l'étang abricots, vous signez un contrat et vous vous engagez par le contrat. Et il y a une clause qui dit que en cas de mauvais temps, vous partez. Il ne faut pas que votre bateau habite le port. Donc, il ne faut pas que votre bateau abîme le port. C'est le seul port que je connaisse au monde qui n'est pas un lieu de protection, mais qui est un lieu dont il faut partir dès qu'il y a un vent de plus de 80 km/h. Et on connaît ça en Martinique, on connaît ça aux Antilles. Enfin, on est dans une terre cyclonique. C'est un endroit qu'il faut quitter. Et il va falloir donc, pour pouvoir mettre cet endroit un peu plus abrité, mettre devant une digue qui va coûter une trentaine de millions d'euros. On va arriver à un port à 70 millions. On est à 160 000 euros par place de bateau pour 440 places. C'est extrêmement cher. Donc on a pris parce qu'il nous reste 5 minutes à peine. Alors, on a pris l'exemple du Marais, on a pris l'exemple de l'étang abricots, mais on peut prendre l'exemple de l'Anse d'Arlet, qui est une zone de mouillage expérimentale. Quelle que soit la zone de mouillage que nous avons aujourd'hui, elles ont toutes des problèmes. 2 mots rapidement sur la zone de mouillage des Anses d'Arlet. C'est une zone de mouillage relativement récente et elle a généré tant de conflits d'usage qu'elle est fermée à l'utilisation. Il y a la manière dont les personnes ont besoin pour être des marins-pêcheurs, pour être des commerçants d'activités marines, pour être des plaisanciers qui sont uniquement dans le plaisir. Tout ceci a généré des tensions qui font que on a créé une zone d'affrontement là où il n'y avait pas encore la zone d'affrontement, sans avoir résolu la question des fonds. On est en train maintenant de se poser la question sur Saint-Pierre, sur le mouillage de Saint-Pierre-Carbet, et on s'est aperçu que les usages ne sont pas compatibles avec ce qui est prévu. Mais une fois de plus, tout ceci est prévu pour pouvoir accueillir de la plaisance ou de la grande plaisance comme à Saint-Barth, ou de la plaisance, l'objectif étant d'avoir les îles qui permettent de générer des flux de passage, de générer des flux financiers, et donc
Et là-dessus, il est urgent de se poser les questions, de tirer les conclusions sur les difficultés que nous avons fait émerger, parce qu'aujourd'hui, avec la mise en place du document stratégique de bassin, on est en train de multiplier les appels d'offres, les appels de projets pour pouvoir mettre des zones de mouillage et d'équipements légers. D'ailleurs, la Sopamar, ce qu'elle dit justement, qu'il faut un schéma d'aménagement justement pour pouvoir accueillir ces zones de mouillage organisées, mais aussi qu'il faut pour les porteurs de projets, il faut un cahier des charges pour ces porteurs de projets. Et nous avons aussi donc, lors du séminaire, nous avons appris aussi qu'ils veulent mettre plus de zones de mouillage. Donc c'est Trinité, c'est Robert. Donc en fait, ils veulent rajouter des zones de mouillage organisées alors que les zones de mouillage organisées existantes ne fonctionnent pas. Oui. Donc la Sopamar il faut savoir aura un gros boulot si le peuple martiniquais ne se réveille pas, en fait, ne se lève pas contre ça. Mais beaucoup de plaisanciers râlent, beaucoup d'utilisateurs de la mer râlent, et on est en train de mettre en place des conflits d'usage et des rapports d'affrontement là où il y a des rapports difficiles. L'intensité augmente et ce n'est certainement pas le but. Et on voudrait attirer l'attention aussi sur le fait qu'il y a d'autres solutions à envisager, notamment retirer les bateaux de l'eau. Retirer les bateaux de l'eau, c'est-à-dire des ports à sec. On peut tout à fait mettre des hangars qui se trouvent en terre et puis mettre les bateaux les uns sur les autres. Et puis lorsqu'ils vont sortir, il y a une machine qui les fait sortir et puis qui les met en eau. Oui. Avec un chariot élévateur, on peut avoir un grand hangar de 5-6 mètres de haut sur lequel on peut avoir 2-3 rangs sur lesquels on va avoir des bateaux. Et là-dessus, il faut le mettre bien dans des notions paysagères, dans l'intégration avec l'environnement. Mais tout est hostilité dans le rapport à la mer. Par exemple, sur le bateau, on met de l'anti-fouling. Qu'est-ce que c'est que l'anti-fouling ? C'est ce qui est contre le fouling. Qu'est-ce que c'est que le fouling ? C'est les algues, les coquillages qui vivent dans la mer et qui vont se mettre sur une coque. Mais quand ils vont se mettre sur une coque, ça va empêcher la coque de glisser, ça va freiner le bateau. Donc pour ça, on met un anti-fouling. Et l'anti-fouling, c'est du toxique, un poison qu'on met sur la coque et qui au fur et à mesure va se déliter et va passer dans la nature. Et donc si le bateau est à terre au lieu d'être à l'eau, eh bien il n'a pas besoin d'anti-fouling et on le met à l'eau quand on a besoin. Et si on a une dizaine de bateaux si on a une dizaine de bateaux à l'eau, c'est énorme comme place. Ouais. La même dizaine de bateaux à terre prend beaucoup moins de place parce qu'ils peuvent être stockés sur des hangars. Donc là, on a fini parce qu'on a déjà dépassé les heures. Mais il y a tellement à dire sur les mouillages. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que vraiment, nous devons réagir. Nous, les Martiniquais, nous devons réagir. On a vu tout à l'heure, là, c'est pas la loi qui va nous permettre de faire respecter l'interdépendance qu'il y a entre les vivants. Donc c'est à nous, en fait, Martiniquais, qui devons absolument intervenir, faire quelque chose pour ne pas pour que la Martinique ne devienne pas comme Saint-Barthélemy. Le combat continue. Tous ceux qui veulent venir à la Sopamar, bienvenue. On est en train de faire tout ce qu'on peut pour avoir notre Martinique pour nous, de nous inscrire dans la responsabilité, dans la durée, dans les comptes à rendre aux générations qui viennent. On est preneur de toutes les énergies. Merci beaucoup. Okay, donc nous avons vu dans cette deuxième partie de cette interview la situation réelle de la Martinique et comment nous sommes vraiment en danger. Et nous devons préserver justement ce patrimoine pour les générations futures. Et c'est aujourd'hui que nous devons agir. Donc dans la vidéo, vous entendez que je disais qu'il y avait des zones de mouillage. Lors du séminaire, on a appris qu'ils voulaient mettre des zones de mouillage. Donc il y avait sur la commune des Trois-Îlets, du Robert, de Trinité, de Saint-Pierre, du Carbet, d'Anse-d'Arlet. Donc ils veulent multiplier les zones de mouillage organisées et nous voyons déjà comment celles qui existent déjà créent des zones d'affrontement, des conflits d'usage, mais aussi des destructions de la biodiversité. Donc, la Sopamar dit qu'il faut déjà qu'on range le problème que nous avons à l'heure actuelle. Est-ce qu'on peut toujours continuer à accepter tous les bateaux qui arrivent ? Je prends l'exemple d'un port de la mer Méditerranée qui, pour pouvoir
mouiller dans ce port-là, j'ai oublié le nom de ce port, pour pouvoir mouiller dans ce port, il faut faire une demande bien à l'avance. Et il y a des gens, pour pouvoir mouiller dans ce port-là, qui peuvent attendre 5 années, 6 années, 7 années avant de pouvoir mouiller sur ce port. C'est comme lorsqu'il y a les sociétés HLM, il y a une demande de logement, eh bien, il y a des administrés qui peuvent attendre des années et des années avant de pouvoir avoir accès à un logement. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas justement pouvoir justement réorganiser, réfléchir, avoir une nouvelle réflexion justement pour l'organisation des mouillages, voir ce qui se passe ailleurs, comment l'adapter en Martinique, parce que nous sommes une île, nous ne sommes pas un continent, nous sommes une île. Et lorsque nous voyons, donc Pierre expliquait effectivement que le port du Marin, c'était la mer était morte. Voilà, la mer est morte. C'est pas même pas la mer était morte. La mer est morte au port du Marin. Nous avons aussi le port Koé où nous voyons qu'il y a eu un budget de 7 millions d'euros pour créer le port Koé. Et arrivé là, il faut créer une digue. Et que financièrement, le montant total s'avère à 70 millions d'euros. Vraiment, il y a de quoi réfléchir. Et la réponse, comme on a vu, n'est pas forcément juridique, parce que la volonté du gouvernement français, c'est que la Martinique devienne le porte-avions de la France. Et nous voyons que lors de l'interview de Pierre, nous avons vu qu'effectivement, qu'au niveau du tribunal, et Pierre fait partie de la commission juridique, donc il sait très bien de quoi il parle, au niveau du tribunal, il joue avec les mots, parce que ils veulent absolument réaliser leur plan, leur projet, qui est de faire de la Martinique la plus grande marina de toutes les Antilles. Donc, il y a vraiment de quoi faire un gros travail. Donc, venez soutenir la Sopamar, adhérer à la Sopamar. Et nous voyons très bien aussi que ce n'est pas au niveau juridique qu'on arrivera à avoir gain de cause pour la Martinique. C'est plutôt la mobilisation du peuple. Donc, nous vous sollicitons pour venir nous soutenir à la Sopamar, parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail. Et puis, chacun porte sa pierre à l'édifice, chacun a sa spécialité, sa spécificité, ses connaissances, et apporte ce qu'il sait faire à la Sopamar. Donc, je crois qu'on a fait un peu le tour de ce qu'il en est des mouillages en Martinique. Nous allons passer juste à un petit sujet, c'est-à-dire que ce dimanche 23 octobre, la Sopamar soutient, donc on va voir sur l'image, la Sopamar soutient un collectif d'écologistes, donc aux Salines, donc nous voyons sur l'affiche. Donc, pourquoi nous soutenons le collectif d'écologistes, la Sopamar? Parce que nous avons vu qu'aux Salines, la mairie fait des travaux aux Salines pour pouvoir modifier, en fait, réaménager le trait de côte. Parce qu'effectivement, la plage, la mer, avec le réchauffement climatique, grignote petit à petit sur la plage. Donc la mairie a décidé de faire des travaux et puis d'enrochement sur cette plage. Or, ce que nous disons à la Sopamar, c'est que nous devons reproduire ce que la nature effectue. Et donc le collectif d'écologistes, dimanche dernier, a reboisé ce site-là, et nous vous invitons à nous rejoindre ce dimanche 23 octobre à 7h à l'entrée des Salines pour que nous puissions planter donc des résiniers bord de mer, des amandiers et des catalpas. Mais lorsque j'ai fait cette affiche pour la distribuer, il y a Marcel Bourgade qui m'expliquait qu'il vaut mieux éviter justement de planter les amandiers, parce que les amandiers, ce sont des arbres qui ont été introduits en Martinique. Et il m'a dit qu'il est préférable en fait de planter, voilà, pour refaire le trait de côte des Salines, donc des poiriers, du bois couleuvre,
du bois mabouya et aussi des caparis. Bon, je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais on peut regarder sur Internet et puis voir ce qu'on peut faire. Et donc, nous vous invitons à la Sopamar ainsi que ce collectif d'écologistes à venir ce dimanche 23 octobre à l'entrée des Salines à Sainte-Anne pour que nous puissions, nous, avec nos mains, refaire le trait de côte et non pas avec les machines. Voilà, donc utiliser les fonds publics pour effectuer des travaux qui ne pourront que fragiliser en réalité le littoral martiniquais. Donc voilà, et je voulais donc parler quelques secondes justement d'une journée porte ouverte qui aura lieu le dimanche 30 octobre. Donc nous voyons sur l'écran, donc le dimanche 30 octobre, une journée porte ouverte. Où ça? Eh bien, au musée de l'esclavage vers la souveraineté. Donc c'est un musée qui a été réalisé par Toumaï. Donc dans le quartier Citron, juste avant le site qu'on appelle la Cascade. Donc il y a une belle chute, une chute d'eau. Et donc vous pouvez garer justement à la Cascade votre voiture et venir visiter le musée. Une journée porte ouverte le 30. Je vais vous passer, donc je vais demander à Manuela de passer juste la petite annonce pour ce musée, et puis on se retrouve tout de suite après. Si match qu'on nous a intéressé, si l'histoire qui a intéressé, et quand on veut connaître fond d'or pays, nous avons invité dans 4 journées la porte ouverte la caille Toumaï, qui peut visiter musée l'esclavage avec la souveraineté, et découvrir un pile bagaille en temps longtemps. Ça a fait le dimanche 30 octobre 2022, depuis 8h du matin, musée a trouvé quoi bon la cascade traîner le citron. Vini rimoune corps, écrit et puis match qu'on pays. Pour tout l'indique, ou peut crier au 06 96 17 77 58. Donc il y a la possibilité de faire des visites en groupe, groupées dans le musée de Toumaï. Donc, mais de toute façon, je vais faire une petite vidéo la semaine qui vient, comme ça vous allez voir pourquoi le musée de l'esclavage et vers la souveraineté a été créé. Et Yasmina va vous présenter la semaine prochaine sur le plateau. Donc la Sopamar vous invite à 2 rendez-vous. Le 23 octobre au reboisement des Salines. Voilà, nous voyons l'affiche sur l'écran. Et puis, donc, il y a aussi le musée, la journée porte ouverte du musée de l'esclavage vers la souveraineté, le 30 octobre. Et vous pouvez appeler Toumaï au 17 77 58. Donc j'ai fait l'émission toute seule aujourd'hui, c'est un exercice que j'ai pas l'habitude de faire. Mais bon, j'espère que je me suis débrouillée, j'ai un peu bégayé, désolée. Et donc je remercie Pierre Gallet de Saint-Auray de nous avoir donné toutes ces informations lors de son interview. Je remercie Zouk TV et je vous dis à très bientôt. Et avec un seul place commun. Qui a commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que bon, les capteurs sont partis. La protection de la biodiversité, membre pour géophysique pour cette là, des formes de botanique très très fort comme